Bon dia, bonjour, je m'appelle Nathalie Yam. La Turquie a postulé officiellement pour rejoindre les BRICS. Cela porte à une trentaine le nombre de pays du Sud global qui ont formulé le souhait d'adhérer à l'Alliance en 2024. Mais qu'est-ce qui rend ce groupe tellement attractif? Comment est-il organisé? Pourquoi a-t-il été créé et où se situe-t-il sur l'échiquier géopolitique mondial? Qui peut réellement espérer y adhérer et selon quelle procédure? Voilà quelques questions auxquelles je vais m'atteler à répondre dans cette chronique que vous avez été très nombreux à me demander et que j'enregistre depuis le Brésil, l'un des membres fondateurs. Allons-y. Qui sont les BRICS? Le 16 juin 2009, la Russie, alors présidée par Andreï Medvedev, convie les dirigeants chinois, brésiliens et indiens à une réunion à Ekaterinbourg pour réfléchir et travailler, je cite, à la création des conditions d'un ordre mondial plus juste. Fin de citation. En effet, l'évolution de la gouvernance de la planète décidée par les vainqueurs à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, avec la mise en place du système de l'Organisation des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, a, au fil des ans, évolué vers un déséquilibre flagrant en faveur des États-Unis et de l'Occident. Plusieurs événements ont fini par irriter sérieusement les autres pays et mettre en danger leurs intérêts. Je vais juste en citer quelques-uns, en commençant par l'abandon unilatéral de l'étalon or par Richard Nixon en 1971, qui a donné naissance à l'hégémonie monétaire du dollar américain et à son instrumentalisation pour extraterritorialiser le droit américain, ce qui a permis aux États-Unis de devenir la planche à billets du monde et de construire leur puissance économique sur du vent, ou plutôt sur du crédit. Les invasions et interventions américaines en Somalie, en Haïti, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, au Pakistan et les nombreux coups d'État et révolutions de couleur sponsorisés par la CIA ont permis aux États-Unis de déstabiliser un grand nombre de pays et de se positionner en gendarme du monde. Le non-respect de l'engagement de non-expansion de l'OTAN à l'Est, après la chute du mur de Berlin en 1989, ont amené son arsenal militaire et sa nuisance jusqu'aux portes de la Russie. Et enfin, last but not least, la crise des subprimes et l'effondrement du marché immobilier américain et occidental en 2008-2009 sont la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Les quatre grosses économies émergentes de la planète, que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, décident que le moment est bien choisi pour fonder une alliance qui va s'atteler à mieux défendre leurs intérêts et à donner naissance à un monde multipolaire. À Ekaterinbourg, en 2009, le groupe prendra le nom de BRIC, constitué de la première lettre de chacun des pays fondateurs. Un acronyme qui avait été utilisé en 2001 pour désigner une stratégie d'investissement de la banque Goldman Sachs dans ces quatre marchés économiques très prometteurs. En 2010, les BRIC invitent l'Afrique du Sud à les rejoindre, ce qui sera effectif au 1er janvier 2011. Le groupe s'appellera désormais BRICS, le S de South Africa s'ajoutant à l'acronyme. Pourquoi y a-t-il autant d'engouement pour les BRICS? La structuration du monde à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été marquée par l'opposition entre l'Ouest et l'Est. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, consécutif à la chute du mur de Berlin, cette bipolarité s'est muée en un ordre mondial unipolaire, totalement dominé par l'Occident et caractérisé par une violation quasi systématique des règles internationales. Pourtant, ceci n'a pas empêché l'affaiblissement graduel de l'Occident et le renforcement de la zone orientale que l'on peut constater aujourd'hui.
En effet, un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde nous montre que le 21e siècle se joue plutôt du côté où le soleil se lève, autour de l'océan Indien. Les Chinois et les Russes se sont mis d'accord pour construire un des plus grands réseaux de transport routier, fluvial, ferroviaire, aéroportuaire, depuis la Mongolie jusqu'à atteindre les grands ports de la côte indienne. Dans le sillage de la nouvelle route de la soie, les gars sont en train de faire d'immenses travaux dans tout l'Hinterland. Les constructions de villes, de tunnels, de pipelines, les fournitures en eau, en électricité, les transports, les aménagements des bassins et cours d'eau du Kazakhstan, en Iran, en passant par le Pakistan, l'Azerbaïdjan, les Émirats, la Turquie, etc. De grands et gigantesques ports sont en train d'être construits tout le long de la zone côtière de l'Inde, que ce soit sur le flanc Arabie Saoudite ou côté Thaïlande. En face, il y a le flanc oriental de l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard que ce sont l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été choisis sur le continent pour rejoindre les BRICS en début d'année. Ce n'est pas par hasard non plus que les palabres qui existaient de longue date entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou entre le Yémen et l'Arabie Saoudite ont été résolus grâce à l'intervention de la Chine. Les gars ont un plan et tous ceux qui voient clair comprennent l'intérêt qu'ils ont à en faire partie. Les BRICS matérialisent le déplacement du centre du monde, du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est, ou à minima la dévitalisation de l'ancien centre. Toutes les grosses décisions politiques qui ont impacté le monde ont un soubassement économique. Il s'agit de sécuriser des ressources naturelles et minières, des marchés, son influence, sa monnaie, son économie. Pour atteindre cela, il y a une doctrine occidentale qui est de passer par la force et une doctrine BRICS qui est de passer par le commerce et le respect de la souveraineté de chacun. Même si la Chine peut sembler avoir le lead par sa puissance financière, elle ne peut pas dire qu'elle commande l'Inde avec sa population et ses technologies. Et les deux, l'Inde et la Chine, ne peuvent pas dire qu'ils commandent la Russie, car même si elle est un peu fatiguée par la guerre, elle a son vaste territoire, ses ressources immenses, et elle est techniquement et militairement tout en haut. Et tous les trois, la Chine, l'Inde et la Russie, ne peuvent pas dire qu'ils vont dominer l'Iran avec ses 20 000 ingénieurs nucléaires, sa richesse et sa technologie. Ceux qui sont dans les BRICS n'ont pas de maître et ils n'en cherchent pas. Ils ont des intérêts qui peuvent être divergents, mais ils ont une vision commune des relations internationales et de la façon d'interagir entre eux, basée sur les principes de la souveraineté des États, du développement économique et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Au fil des années, le système mis en place à Bretton Woods a montré ses biais et ses limites. Et pourtant, contrairement à ce que certains croient, les BRICS ne sont pas là pour casser l'ONU ou l'OMC. Les BRICS aspirent au contraire à refonder le système existant, à en réformer l'esprit en conservant les instruments. Ils aspirent à ce que les objectifs définis par ces organisations soient strictement respectés, tout en prenant en compte les mutations du monde qui sont intervenues depuis leur création. L'ambition des pays du Sud global est de peser davantage dans la définition même des règles internationales. Il s'agit de trouver une place légitime et respectée au sein des grandes institutions comme l'ONU ou le Fonds monétaire international qui peinent à se réformer et dont le mode de fonctionnement reflète un monde jugé dépassé. Ils se veulent en quelque sorte les porte-voix du Sud global, les puissances des BRICS, groupe qui réunit entre autres le Brésil, la Russie ou la Chine, ne cessent d'accueillir de nouveaux membres. L'Iran ou l'Égypte, par exemple, viennent de rejoindre le club.
La coopération entre les membres explore des moyens de renforcer des liens internes et de réduire la dépendance aux systèmes dominés par l'Occident qui sont souvent utilisés pour pénaliser le Sud global avec des conséquences graves. Les BRICS représentent en quelque sorte la concrétisation d'un monde multipolaire offrant l'opportunité de façonner un ordre mondial plus équitable, adapté aux besoins du Sud global et de créer un système plus juste qui protège ces pays des impacts des rivalités entre grandes puissances. Chez les BRICS, personne n'est contraint de choisir un camp. Les divisions nord-sud ou ouest-est, déjà patentes depuis plusieurs années, se sont amplifiées au fil du temps et sont devenues criardes et insupportables avec la crise Covid-19, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et surtout à l'occasion du conflit en Ukraine et des sanctions américaines et européennes contre la Russie. Le reste de la planète a pu constater l'hypocrisie décomplexée du monde occidental et son piétinement ostentatoire des règles et du droit international. La saisie illégale et le vol à ciel ouvert des avoirs russes ou équato-guinéens, l'usage de la force et de la coercition militaire, monétaire et diplomatique et les répercussions des sanctions sur les pays tiers ont fait comprendre à ces derniers qu'il était absolument vital pour eux de s'extraire du système de l'hégémon occidental. C'est alors la ruée vers les BRICS, dont l'une des valeurs fondamentales est de s'attaquer aux inégalités existantes au sein des instances internationales et de promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive et représentative des réalités actuelles, ainsi que de construire un partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable respectueux d'une égale souveraineté de chacun autour de 3 axes. Le pilier économique et financier, le pilier politique et sécuritaire et le pilier culturel et d'interaction entre les peuples. Alors comment y adhérer? Au regard de ce que je viens d'exposer, on comprend donc l'engouement que suscitent les BRICS et pas seulement pour les Africains. Il n'y a quasiment pas un mois qui se passe sans que l'on apprenne qu'un pays a demandé à les rejoindre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, en dehors de la Turquie, la Thaïlande, la Malaisie et l'Azerbaïdjan ont officialisé il y a peu leur candidature, ce qui nous amène à peu près une trentaine de postulants. J'entends tellement de gens s'embrouiller et dire des choses incorrectes en ce qui concerne l'adhésion à l'Alliance que je vais prendre le temps de la détailler maintenant. First thing first. Pour postuler, un pays doit être membre de l'ONU et ne doit pas être à l'origine ou s'être associé à des sanctions contre un pays membre des BRICS prises en dehors du cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est la base. Le processus pour l'expansion des BRICS est encore en cours de peaufinage, comme l'a confirmé récemment le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Mais lors du sommet de Johannesburg en août 2023, auquel j'ai eu l'honneur d'être invité, contrairement à Emmanuel Macron, une procédure a été adoptée. L'adhésion aux BRICS se passe en 4 étapes et chaque étape est dotée d'une terminologie spécifique. Un pays qui veut adhérer aux BRICS doit formuler par la voix du chef de l'exécutif ou du ministre des Affaires étrangères, ce sont les seules 2 personnes autorisées, une demande écrite formelle adressée au président des BRICS. La présidence des BRICS est tournante. Ceux qui postulent en 2024 adressent leur demande à Vladimir Poutine qui en assure la présidence actuellement. Ceux qui candidateront l'an prochain adresseront leur courrier au Brésilien Lula da Silva. Dès lors que cette demande formelle est réceptionnée, le président des BRICS la transmet aux autres États membres et dans la nomenclature BRICS, le pays demandeur est dorénavant qualifié de pays intéressé. Il reçoit par correspondance les principes directeurs, les normes, les critères et les détails procéduraux.
La deuxième étape est l'étude de la candidature par les Sherpas des 9 membres existants. Si les Sherpas adresse une recommandation positive au ministre des Affaires étrangères, alors le candidat passe du statut de pays intéressé à celui d'État membre potentiel. La troisième étape est l'étude du dossier par les ministres des Affaires étrangères des 9 membres actuels. Les candidatures qui reçoivent l'assentiment des ministres sont transmises au chef d'État qui étudie à leur tour les dossiers et en débattent. Si un consensus est obtenu autour d'une candidature, l'État membre potentiel passe au statut d'État membre invité. Le président des BRICS informe alors le dirigeant de l'État concerné de la décision des BRICS et demande la désignation d'un Sherpa. Lorsque l'invitation est acceptée formellement par un courrier officiel adressé par le chef de l'État membre invité ou son ministre des Affaires étrangères au président des BRICS, il devient alors un État membre des BRICS à la date précisée dans l'invitation. Généralement, c'est le 1er janvier de l'année suivante. Voilà la procédure d'adhésion aux BRICS. Il n'y a pas quelqu'un qui propose ta candidature, c'est toi-même qui prépare ton dossier et qui l'envoie. Il n'y a pas de tuteur dans l'affaire-là. Alors, après, lors des différentes étapes de discussion, il y a naturellement des soutiens qui essayent de convaincre les autres du bien fondé de telle ou telle adhésion ou de tel ou tel rejet. C'est ainsi qu'à l'issue de ce processus, 6 pays avaient été invités par les membres fondateurs à rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier 2024. Mais à l'heure où je vous parle, seuls 4 parmi eux sont effectivement devenus membres du groupe. Il s'agit de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie et de l'Iran. L'Argentine, dont la présence dans la liste était, à mon avis, fort incongrue, comme je l'avais dit depuis Johannesburg l'an dernier, a fort heureusement décliné l'invitation et retiré sa candidature. Tandis que l'Arabie saoudite n'a toujours pas, au moment où je vous parle, accepté formellement de rejoindre les BRICS et demeure donc un membre invité et non un membre à part entière. Il faut également noter que malgré l'adhésion de nouveaux membres en 2024, la dénomination du groupe est demeurée BRICS. On n'est pas venu ajouter les lettres et les chiffres à l'infini comme chez les joyeux LGBTQRSTUVW là-bas. Alors comment sont-ils organisés? Contrairement à l'ONU, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la CEDEAO, à la CEAC, à la SADC, les BRICS sont organisés de façon très souple, plutôt comme un club. Ils n'ont ni siège, ni secrétariat général, ni traité fondateur. Il y a 3 niveaux de décision au sein des BRICS. En commençant par le haut, il y a les sommets des chefs d'État ou de gouvernement qui ont lieu une fois par an. Puis, en dessous, il y a les réunions des ministres des Affaires étrangères qui ont généralement lieu 2 fois par an de façon formelle et 1 à 2 fois par an de façon informelle, souvent en marge des Assemblées générales des Nations unies, dont la 79e session s'ouvrira le 10 septembre 2024 avec les débats de haut niveau qui se tiendront du 24 au 30 septembre, me semble-t-il, ou alors en marge d'autres sommets internationaux comme le G20 ou les COP. Pour ceux qui ne savent pas, COP, ça signifie Conference of the Parties. Et enfin, il y a les Sherpas et sous-Sherpas, dont les réunions officielles sont souvent calées sur le même rythme que celles des ministres des Affaires étrangères. Alors, certains se poseront la question de savoir qu'est-ce qu'un Sherpa? Eh bien, ce sont des diplomates de carrière ou des hauts fonctionnaires qui sont les envoyés personnels des chefs d'État ou de gouvernement et qui sont chargés de préparer les sommets internationaux et les réunions de haut niveau pour leurs mandants. C'est eux qui élaborent l'ordre du jour, négocient les accords, mènent des discussions, souvent hautement confidentielles et techniques, rédigent les documents finaux et font le suivi des décisions prises par les leaders.
Ce terme désigne à l'origine une tribu tibétaine, très connue pour servir de guide de montagne et de porteur de bagages dans l'Himalaya. Ceux qui ont lu les bandes dessinées d'Hergé, qui savaient se montrer racistes et colonialistes quand il s'agissait de l'Afrique, se souviennent du Sherpa Tarke dans Tintin au Tibet. Si lors des sommets, les projecteurs sont braqués sur les présidents, ce sont les Sherpas qui font le travail toute l'année en portant la charge en coulisses. Les Sherpas sont assistés par des sous-Sherpas et leurs réunions formelles se calent sur la rythmique de celle des ministres des Affaires étrangères, tandis que les réunions informelles ont lieu tout au long de l'année, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je le répète parce que c'est pédagogique. En dehors des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, des Sherpas et des sous-Sherpas, il n'y a aucun représentant des BRICS dans aucune région du monde. Ce poste n'existe pas dans l'organigramme des BRICS. Il n'y a également aucun siège des BRICS dans aucune région du monde. Ça n'existe pas. Ainsi qu'en 2022, me semble-t-il, j'ai vu passer des titres selon lesquels les BRICS installeraient leur siège Afrique centrale à Bangui ou Afrique de l'Ouest à Dakar. J'ai immédiatement averti que cela ne se ferait pas et que la délégation reçue par les chefs d'État africains ne représentait en aucune façon officiellement les BRICS. Dans l'écosystème des BRICS, on trouve des institutions, des plateformes, des mécanismes, des groupes de travail et des initiatives. 2 institutions financières ont été formellement créées par les BRICS en 2015 sur la base de traités signés en 2014 qui sont présentés comme les pendants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il s'agit d'un fonds de réserve dénommé Contingent Reserve Arrangement, le CRA, et de la nouvelle banque de développement, la NDB, dont le siège est à Shanghai et qui a 4 bureaux dans le monde. Le African Regional Center en Afrique du Sud, le American Regional Office au Brésil, le Eurasian Regional Center en Russie et le Indian Regional Office en Inde. En dehors de cela, il y a le BRICS Business Council et la BRICS Women Business Alliance qui réunissent les hommes et les femmes d'affaires des pays membres et dont les réunions se tiennent toujours en amont du sommet des chefs d'État. Il y a également 2 plateformes qui se sont institutionnalisées au fil du temps comme événements des BRICS. Il s'agit des sessions BRICS Outreach, lors desquelles l'État membre qui préside l'Alliance invite des pays de sa région à prendre part à certains échanges ou activités, ainsi que des sessions BRICS Plus, auxquelles des pays du Sud global, au-delà de la région organisatrice, sont conviés. Il faut savoir que tout au long d'une année se déroulent plein de rencontres et de groupes de travail ministériels et autres. Ainsi, en 2024, il y aura plus de 250 activités BRICS organisées par la présidence russe. Les ministres des Transports, de l'Énergie, de l'Agriculture, de la Santé, des Finances, de l'Environnement, des Sports, du Commerce, des Communications, etc. se sont rencontrés, ainsi que les administrations douanières, fiscales, sanitaires, sécuritaires, parlementaires, etc. et les agences spatiales, statistiques, scientifiques, etc. pp. Il y a également les rencontres des think tanks, des chercheurs, experts, universitaires, etc. au sein du BRICS Academic Forum et du BRICS Think Tanks Council. Les cinéastes, les gens de culture, les artistes, la jeunesse, les municipalités des pays membres et au-delà échangent. Ça bouillonne de partout. Il y a aussi des événements comme les Jeux des BRICS auxquels peuvent participer les sportifs du monde entier sans risque d'être sanctionnés ou exclus, comme aux Jeux olympiques qui sont plutôt devenus les Jeux politiques de l'Occident. Et il y a évidemment des initiatives prises par des privés ou des États qui arrivent à détecter des créneaux qui pourraient être porteurs de potentialités, soit
pour les pays membres, soit pour faciliter le dialogue et les opportunités d'affaires avec les pays non membres. Comme je vous l'ai déjà dit, le fonctionnement des BRICS est très informel. Je vous donne un conseil d'initié. La meilleure façon de comprendre où vont les BRICS est de lire attentivement les déclarations qui sanctionnent les sommets des chefs d'État ainsi que les réunions des autres instances. Ils sont souvent très longs, je l'admets, mais également très intéressants à lire. Et c'est là-bas que vous trouverez la reconnaissance et les accolades que les leaders peuvent accorder à des initiatives individuelles, privées ou étatiques qui vont dans le sens de la vision des BRICS. Cela ne fait pas de ces initiatives ou de leurs porteurs des représentants des BRICS, mais cela indique que leurs projets ou démarches sont approuvés et encouragés par les chefs d'État. Quelle perspective pour les BRICS et pour l'Afrique? En 2008, la création des BRICS coïncide avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir aux États-Unis. À l'époque, l'initiative des puissances émergentes avait suscité une grosse anxiété du côté de l'Occident. Un signe de cette angoisse est un événement qui s'est déroulé en marge de la COP 15 à Copenhague en 2009, lorsque Obama a forcé son entrée dans une réunion qui rassemblait 4 membres des BRICS, le premier ministre chinois Wen Jiabao, le président brésilien Lula da Silva, le premier ministre indien Manmohan Singh et le président sud-africain Jacob Zuma, qui avaient décidé de présenter un front uni dans les négociations sur le climat. Cela a même dégénéré en fortes empoignades entre les services de sécurité américains et chinois. Et Obama s'est fait copieusement insulter en mandarin par un négociateur chinois. Mercon est sorti là-bas. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, l'anxiété des Occidentaux s'est apaisée quand ils ont remarqué que les BRICS, malgré la mise en place d'institutions financières, continuaient de concentrer leur action sur les instruments déjà existants que sont le FMI, la Banque mondiale ou l'Organisation des Nations unies. Il faut admettre qu'il n'y a pas eu de réelle avancée chez les BRICS sur le sujet. Le CRA est toujours une institution quasi dormante qui vient tout juste d'effectuer sa 6e phase test. Et la NDB qui, en dehors des membres fondateurs, s'est aujourd'hui élargie à 5 nouveaux membres, ne peut pas encore se positionner en concurrent majeur des institutions de Bretton Woods. Mais avec la fracture géopolitique profonde que marque d'une part la crise Covid en 2020 et d'autre part la guerre en Ukraine en 2022 et la violation récurrente et massive du droit international par les pays occidentaux dans les deux cas, les BRICS bénéficient désormais d'un deuxième souffle. C'est ainsi que le 19 juin 2023, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron a essayé de forcer une invitation au 15e sommet des BRICS prévu se tenir 2 mois plus tard à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et donc nous réfléchissons à haute voix, mais c'est évidemment une décision que les pays concernés sont seuls à même de prendre, à la possibilité de poursuivre ce dialogue, pourquoi pas au sommet des BRICS ou dans un autre format. En tout cas, ça n'est pas à nous à décider, bien évidemment, et je le répète, mais le président de la République peut l'envisager, c'est une invitation lui est adressée. Un forcing pitoyable qui a fait encore une fois du président français et de sa diplomatie la risée du monde et lui a valu une fin de non-recevoir très sèche de l'exécutif sud-africain. The French president wanted to attend the BRICS summit in South Africa. Why did you not invite him? We didn't think that there was really a theme or place for him in our deliberations, and we had a great deal of business to get through. The interest came rather late, and the members, fortunately, of BRICS, our practice is we decide matters on consensus.
So the chair, President Ramaphosa, consulted all his colleagues, and there wasn't any sense that all 5 wished to have the President of France there. Mais pour aussi ridicule que la démarche de Macron ait été, elle démontre le regain d'appréhension que suscitent à nouveau les BRICS chez les Occidentaux. Il est à espérer que cette fois, le groupe prendra sa vitesse de croisière et réussira à faire fonctionner pleinement, non seulement les instruments existants, mais également à mettre en place un système de paiement indépendant de toute politique, rentable et accessible au gouvernement, aux entreprises et aux citoyens ordinaires pour contourner le système de paiement SWIFT, utilisé comme arme pour sanctionner tous ceux qui ne se soumettent pas à l'hégémonie occidentale. Il faut dire qu'alors que le premier président de la NDB, l'Indien Kamath, s'était attelé à jeter les bases de son fonctionnement en établissant sa structure organisationnelle et en définissant ses priorités stratégiques, son successeur Marco Troio, qui avait été nommé par le président brésilien Bolsonaro, qui n'était pas un grand fan des BRICS, mais plutôt un grand pote de Donald Trump, n'a pas fait preuve de beaucoup de dynamisme pour faire avancer l'agenda de la banque, ce qui a conduit, après le retour de Lula au pouvoir, à son remplacement en cours de mandat en 2023 par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, plus alignée sur les objectifs des BRICS. L'an prochain, en 2025, c'est la Russie qui prendra la présidence de la NDB pour 5 ans. Concernant l'expansion des BRICS, même si cela ne va pas faire plaisir à certains, je pense qu'il n'y aura pas d'invitation à rejoindre le groupe qui seront émises à l'issue du sommet de Kazan du 22 au 24 octobre 2024. Je peux me tromper, mais je pense qu'étant donné l'organisation flexible du groupe, le fonctionnement qui était plutôt simple à 5 devient plus compliqué à 10 et un vrai casse-tête à 15, 20, 30 ou plus, surtout avec les règles de consensus qui prévalent actuellement au sein de l'Alliance. Il faut également faire un tri approfondi parmi les candidatures et ne pas se tromper dans les sélections pour éviter un blocage des décisions qui sont prises jusqu'ici à l'unanimité au sein des BRICS. Il faut éviter les infiltrés, les gens qui viennent sans vraiment savoir pourquoi ou sans amener quelque chose de valable à la table. Je trouve d'ailleurs que l'Argentine du clown Milei a fait une faveur aux BRICS en déclinant leur invitation et en retirant sa candidature. Elle aurait très bien pu l'accepter et bloquer tout le processus décisionnel de l'intérieur sur ordre de Washington. Mais comme Xi Jinping, Poutine et Modi et autres sont vifs du cerveau, je pense qu'ils vont lever le pied. Ma préconisation serait de mettre en place des statuts de pays observateurs et de pays partenaires qui pourraient participer à certaines réunions ou certaines initiatives sans pour autant avoir un droit de vote. Les formats des BRICS Outreach et BRICS Plus dont j'ai parlé précédemment permettent déjà des contacts et collaborations au-delà des États membres. En tout état de cause, nous serons fixés dans un mois. Enfin, concernant les pays africains, en dehors des 3 déjà présents, ils doivent faire leur homeworks et mettre les choses en ordre chez eux avant d'envisager devenir à part entière des membres des BRICS comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Déjà, les pays qui utilisent le franc CFA n'ont aucune chance d'y accéder. Une organisation dont la dédollarisation de l'économie est l'un des axes fondateurs ne va pas accepter dans son cercle de décision des gens qui n'ont aucune souveraineté sur la gestion de leur monnaie. De la même façon qu'aucun pays ayant sur son sol une présence militaire occidentale ne peut ambitionner rejoindre la Confédération AES. C'est la base même. Une bonne façon de devenir intéressant aux yeux des BRICS, c'est d'augmenter le volume des échanges et d'interactions commerciales et sociales avec les pays membres. Il me semble également judicieux de mettre en place une cellule BRICS au sein de nos ministères des Affaires étrangères, chargée de la veille, des contacts, des reportings.
de l'analyse. Ceux qui ont besoin de conseils à ce sujet peuvent me contacter pour que je les mette en relation avec le professeur Mamadou Koulibaly, qui, en dehors d'être le pape incontesté et incontestable de la thématique de la sortie du franc CFA, est aussi la personne la plus au fait en ce qui concerne les BRICS en Afrique dite francophone, et je crois que j'en sais un petit rayon sur la question. À défaut de rejoindre les BRICS eux-mêmes, nos pays peuvent travailler à intégrer la banque des BRICS. Les pays qui souhaitent rejoindre la nouvelle banque de développement, qui finance en priorité les projets des pays membres de la banque, doivent être reconnus par l'ONU, formuler une demande officielle, partager les objectifs et principes de la banque, s'engager à respecter ses statuts et règlements, contribuer au capital de la banque selon une quote-part qui aura été négociée et qui déterminera son droit de vote, participer activement aux travaux de la banque et faire ratifier son adhésion selon ses procédures légales internes. La demande d'adhésion doit être approuvée par le Conseil des gouverneurs, constitué par les États membres de la banque. Si une demande est approuvée, l'État concerné est invité et devient membre à part entière de la NDB quand il a libéré le capital convenu et procédé à la ratification de son adhésion. C'est ainsi que l'Algérie, qui avait postulé à l'adhésion aux BRICS en 2023 et avait été très sèchement recalée, a préféré se concentrer par la suite sur l'adhésion à la banque des BRICS. Cette démarche vient d'être couronnée de succès après que le conseil d'administration de la NDB, qui siégeait en Afrique du Sud la semaine dernière, a validé son adhésion. Une fois qu'elle aura libéré le capital et procédé à la ratification nécessaire, l'Algérie pourra donc bénéficier du financement de la NDB. Auparavant, en 2021, ce sont le Bangladesh et les Émirats arabes unis qui sont devenus membres, suivis de l'Égypte en 2023. L'Uruguay, dont l'adhésion a été approuvée en 2021, n'est pas encore devenu un membre effectif au moment où je vous parle. Je recommande donc aux États africains de faire le nécessaire pour rejoindre la NDB et se libérer des conditionnalités farfelues édictées par les institutions de Bretton Woods. Voilà, j'espère que cet aperçu dans les coulisses des BRICS vous permettra de mieux comprendre, de mieux qualifier et de mieux évaluer leur fonctionnement, leur potentialité et leurs enjeux géopolitiques et économiques, notamment pour les pays africains. Nous, Africains, on nous a appris depuis trop longtemps, et sans même nous demander notre avis, à coups de canons, de fusils, de pistolets, de fouets, de clés 14, d'étranglements ou à coups de coups d'État, que nos relations et nos transactions doivent se faire en direction du Nord et que cela doit continuer jusqu'à la fin des temps, car, comme se plaisent à le répéter les esclaves de maison des temps modernes, les continents africains et européens ont un destin lié, même si cela est au détriment de notre prospérité et de notre bien-être. C'est ainsi que nous avons subi l'esclavage, la colonisation et que nous continuons de subir le néocolonialisme, le capitalisme néolibéral de connivence et la France-Afrique. L'extérieur est une contrainte pour tous les pays du monde qui ne vivent pas en autarcie. Et aujourd'hui, aucun pays du monde ne vit totalement replié sur soi-même. Mais le fait de dépendre de l'extérieur pour ses échanges, que ce soit à l'import ou à l'export, ou même simplement de se trouver géographiquement dans un certain voisinage, ne veut pas dire que l'on doit se soumettre. Il y a une convergence indéniable entre le refus de soumission exprimé par les populations et certains États africains et les BRICS. Et la souveraineté que nous revendiquons aujourd'hui fermement de façon endogène en Afrique est une exigence exogène des BRICS. Go East!